Jelia, 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 Jelia. Si Samori a réussi à défaire cette fameuse colonne de Kong, d'accord, à quel moment est-ce que le bas blesse sur l'Empire samourien? À quel moment où est-ce que l'Empire se fatigue? Son écosystème commence à s'effriter. Pour ce qui est des problèmes qui vont entraîner la chute du Second Empire, il y a plusieurs facteurs en fait. Il y a plusieurs facteurs qui vont se croiser et ça va occasionner la perte, ça va occasionner la défaite militaire et la défaite politique de Samori. Et ces événements commencent à partir de 1897 jusqu'à 1898. Voilà. Et bon, ces événements vont s'étaler sur un an et ces événements sont de plusieurs ordres. Il y a une bataille qui est scellée dans l'histoire qu'on appelle la bataille de Wa. Sanakere Mori va battre la colonne britannique dirigée par le commissaire Anderson. Anderson sera fait prisonnier, ainsi qu'une trentaine de l'ouest, l'extrême ouest du territoire britannique. Anderson sera conduit à Dabakala, présenté à son père comme prisonnier. Samori va bien le traiter et Samori va lui donner un courrier pour le gouverneur britannique de la Gold Coast, demandant à renouer les relations commerciales avec la Gold Coast de façon formelle. Voilà. Et il va garder une partie des prisonniers avec lui, surtout ceux qui utilisaient les canons. Il va garder des artilleurs, avec lui. Il va libérer Anderson et demander à Anderson de rentrer à Accra. Donc Anderson va rentrer avec un courrier où Samori demande à approfondir ses relations commerciales avec la Grande-Bretagne. Mais dans l'idée comme je vous l'ai dit, il avait toujours cet objectif de perfectionner, d'approvisionner son armée. Donc à cette époque, au niveau de la frontière ouest, ça va créer des tensions entre la France et l'Angleterre. Déjà, la frontière n'était pas bien limitée. Donc, la pénétration, l'empiètement des troupes britanniques sur le territoire français, l'empiètement des troupes françaises venant du Soudan sur le territoire britannique va créer de véritables tensions en 1897, vers fin 1897. Samori aussi, son fils, était à Bouna. Donc, qu'est-ce que Samori va dire? Après avoir détruit Kong, il va écrire un courrier envoyé à commandant du Niger Volta, qui était basé en ce moment à Sikasso. Il va demander au commandant lui, il est prêt à libérer la ville de Bouna, où stationnait son fils, et il demande aux Français de venir s'installer à Bouna, sachant que les Anglais ne sont pas loin. Donc l'objectif de Samori, c'était de créer une confrontation directe entre Français et Anglais à Bouna. Parce que jusqu'à présent, les deux nations se disputaient la propriété de Bouna. Il dit, je suis prêt à retirer mon armée de Bouna, venez vous installer. Mais cette manœuvre va se retourner contre lui par la faute de son fils. Parce que quand effectivement les Français, la colonne Brûlot sera devant Bouna, Sanakere Mori en personne, qui est le fils, l'héritier de Samori, va demander à Brûlot, allons à Bouna. En entrant dans la ville de Bouna, il y a des échanges de tirs qui vont s'opérer. Les soldats vont tirer sur les Français. Pendant que ces derniers marchaient avec Sanakere Mori. Donc le capitaine Brûlot ainsi que plusieurs sous-officiers français et certains tirailleurs seront tués sur le champ. C'était pas l'idée de Samori. Voilà. En cédant Bouna aux Français, c'était pas de massacrer. C'était pas un piège pour massacrer une colonne française. Non, c'était pas ça l'idée de Samori. Mais ça a été fait de la volonté de Sanakere Mori, qui a mis ça au compte d'un incident malheureux. Les Français seront décapités
les têtes mises dans le sel, parce qu'en ce moment, sur les champs de bataille, pour pouvoir conserver les têtes, on mettait le sel et on emballait pour montrer que l'ennemi a été tué. Donc, ces Français ont été décapités. La France, c'est un acte impardonnable, parce que ça va à l'encontre des lois de la guerre. Parce que les militaires, c'est des hommes d'honneur. Voilà. Tu ne peux pas nous dire que tu veux nous céder un territoire, on t'envoie les siens et tu t'inquiètes à peine, tu les massacres. Quand on doit mourir les armes à la main. C'est l'une des raisons, et la mort de Brulo a créé un choc au niveau de la hiérarchie militaire en Afrique de l'Ouest. D'accord. Et ça, c'est l'un des facteurs qui a déclenché l'opération militaire, l'encerclement de Samori, qui va faire une pression et ça va conduire à sa chute. Donc, pour me résumer, les facteurs de sa perte, il y avait un contexte politico-militaire défavorable. Voilà. À Bounan, après la mort de Brulo, les Français et les Anglais vont s'asseoir pour fumer le calumet de la paix entre Français et Britanniques pour résoudre les tensions et affrontements frontaliers. Deuxième facteur, c'est les échos du massacre de Brulo en 1897. Maintenant, il y a un troisième facteur aussi, c'est la chute de son allié Babemba. Le troisième facteur, c'est la chute de son allié Babemba, le royaume du Kénédougou, à Sikasso. Donc, Babemba, qui était le bouclier de Samori, entre Samori et Bamako, va s'écrouler, la ville sera détruite sous l'effet des canons. La chute de Babemba trouve Samori à Boribana. Samori avait déjà quitté Dabakala et il est revenu se réfugier à Boribana, qui est un peu à 300 km au bord du fleuve Bandama. Et il a demandé qu'on construise une muraille. Voilà, son tata. Oui. Donc les esclaves. Comme les tatas de Picasso. Voilà. Donc les esclaves étaient en train de construire son tata. Donc la chute de Babemba, les rescapés de la guerre de Sikasso vont trouver Samori à Boribana. Et ils vont lui raconter comment est-ce que la France s'est prise. Et ce qui a marqué Samori, il savait que Sikasso allait tomber, mais pas de façon aussi rapide. Parce qu'il faut rappeler que lui, il a eu à faire la guerre avec le frère de Babemba, contre le frère de Babemba, qui était Thiéba, le roi Thiéba. Samori a passé près de 16 mois au port de Sikasso sans rentrer. 16 mois. Il a perdu un gros effectif. Mais quand on est venu dire qu'en espace d'une semaine, les Français sont rentrés à Sikasso, il dit, mais pourquoi est-ce que je dois construire un tata qui sera détruit? Par quelle que soit ma performance, mon tata ne peut pas atteindre celui de Sikasso. Donc, étant sur le champ, il y a eu un conseil de guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il rester? Ou bien faut-il partir à l'ouest? Faut-il partir à l'est? Donc, il y a eu un conseil de guerre. Il a donné la parole à ses conseillers. Il y a un parti qui a demandé qu'on parte vers la Gold Coast pour aller se greffer aux Britanniques. Oui. Et il y a un parti, dont celui de Morifinjan, qui est son conseiller, qui a demandé de retourner en Guinée, de longer la forêt et pour aller s'agglutiner au Libéria. Le Libéria étant hors de la portée de la France, chez ses alliés Thomas. Donc Samori il a écouté toutes les parties. Il a dit que le matin, lui, il allait donner sa réponse. Et le matin, il a réuni encore les chefs. Il leur a dit que lui, il a décidé de repartir sur ses bases et de longer la forêt, de rejoindre le pays Thomas pour s'agglutiner à l'ouest, s'agglutiner au Libéria, espérant que certaines révoltes des peuples de la Guinée vont distraire les Français. Il va encore se refaire de l'énergie, il va reprendre du poil de la bête, il va encore se réorganiser et puis continuer la lutte. Donc c'est ce qui l'a amené à entamer la migration vers la Guinée. Migration au cours de laquelle il a été capturé. Il revient un peu dans son premier empire, là. Oui, il revient dans son premier empire, mais un peu plus bas. D'accord. Maintenant, c'est le Libéria qu'il vise, en fait. Le Libéria étant hors de la portée de la France. Oui.
Voilà. Il s'est dit qu'il a les alliés, Toujours dans son esprit de mobilité, mobilité. constamment. Toujours, quand il est en perte de force, il se replie, il gagne en intensité, il reprend du poil de la bête, il attaque. C'est pas pour rien que Pérouse l'appelait le Napoléon africain. Mais justement, c'est ce qui a provoqué son encerclement. Parce que les Français savaient que si on le laissait passer, si on le laissait entrer, s'il le laissait entrer au Libéria, c'était pas sûr qu'on mette la main sur lui encore. Donc, en plein hivernage, parce que je vous ai parlé d'avril 1890, le mois d'avril coïncide avec l'hivernage ici. D'accord. En général, pendant l'hivernage, que ce soit du côté des armées autochtones ou des troupes coloniales, il n'y a pas de guerre. La saison de pluie n'est pas propice à la guerre. Oui, les conditions ne sont pas réunies. Oui, en plus de ça, les porteurs, ceux qui doivent porter le matériel, ceux qui doivent pour suivre, doivent aller au champ pour travailler, doivent se nourrir. Donc, pendant l'hivernage, on arrête momentanément la guerre. Intéressant. Et puis, c'était des fusils aussi. Ces fusils n'étaient pas propices, n'étaient pas efficaces sous la pluie. Voilà, parce qu'il fallait mettre des munitions, il fallait mettre comme les poudres à canon et tirer avec. Donc, pendant l'hivernage, autant que faire se peut, on arrêtait les grandes opérations militaires pour ces raisons. Mais, bizarrement, la France ne va pas s'arrêter. Elle se dit que si on le laisse ne serait-ce que 2 mois qu'il atteint le Libéria, c'est pas sûr qu'on puisse. Donc, pendant cet hivernage, les combats vont continuer. Et même on va mobiliser encore les troupes soudanaises pour pouvoir l'encercler. Voilà. C'est ce qui va arriver à sa chute. Donc, le choix de fuir pendant l'hivernage, tout en pensant que la France n'allait pas intervenir, a été fatal pour Samori. Il n'avait pas misé sur l'intervention militaire française pendant l'hivernage. Et c'est en septembre qu'il a été capturé. La France a usé de cette... en fait, a choisi l'effet de surprise. Et Samori a fait une erreur de calcul, si je comprends, qui a été fatale, c'est ça? Ouais. Il n'a jamais parié sur les activités militaires françaises pendant l'hivernage. Et c'est pour d'ailleurs même l'une des raisons qu'il a demandé à partir pendant l'hivernage de Boribana pour le Libéria. Donc de Boribana, il est passé par Mankono, Séguéla, Touba, et il a bifurqué pour descendre avec les fleuves qu'il devrait traverser. Mais comme je vous ai dit, on était en saison pluvieuse. Les routes étaient impraticables. Vous savez que ce sont les intempéries. Et c'est des régions de forte pluviométrie. La vie n'est pas facile pendant la saison pluvieuse. Il fallait démonter des tentes. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que en se déplaçant, c'était près de 90 000 personnes avec lesquelles il se déplaçait. Une commune. 90 000 personnes. C'est une grande ville. Oui, c'est 90 000. C'était des gens nourris. Voilà. Et lors de la décision de parti, il a demandé à ce que ce ne sont que des soldats de la première exode qui devraient repartir avec lui. Les autochtones ont été démobilisés. Les autochtones qui ont intégré son armée ont été démobilisés. Voilà. Ainsi que les captifs. Donc les commandants autochtones sont restés. Donc ce ne sont qu'avec ceux avec lesquels il est venu de la Guinée qu'il est parti. D'accord. Mais c'était près de 100 000 personnes. Près de 100 000 personnes. Imaginez cette migration. La France attaque les troupes de Samori. Il se déplace avec son noyau dur. L'affrontement débute. Combien de temps ça a duré? Le retour au Bercail, si je peux le dire, démarre le 25 mai 1898 sur son chantier de Boribana. Il décide de partir sur la terre de ses ancêtres, chez les Thomas, ses alliés. Voilà. Et à cette époque, sa puissance de frappe était intacte. Voilà. Puisque selon Yves Persson, il avait près de 12 000 fusils, donc 4 000 fusils à tir rapide
C'était des commandants d'élite, ceux à qui il est venu. Donc, il quitte en mai Bouribana. Il parcourt près de 400 km. Il arrive à Touba. C'est à Touba qu'il aura le premier contact avec les troupes françaises. Parce que Bouribana, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est en plein centre. Donc les troupes qui ont combattu Sikasso sont en train de descendre. Mais ces troupes ne vont pas venir trouver Samori, parce que Samori est déjà parti. J'ai dit, quand il a reçu les premiers rescapés de Sikasso, il a pris la décision et il a commencé à partir. Donc quand les troupes qui ont défait Bambeba arrivent à Bouribana, elles trouveront un espace vide. Samori a déjà quitté Bouribana. La colonne qui va le capturer, la colonne Gourou, n'avait pas pour mission initiale de capturer Samori. Gourou est parti avec près de au moins 150 personnes. La mission qui a été confiée à Gourou n'était pas de capturer Samori. Quel était l'objectif de cette mission? C'était une colonne volante, tâter l'ennemi, prendre le maximum d'informations, revenir à la base pour une opération d'envergure. Surveillance. Oui. Il fallait le voir comment il est, l'espionner, prendre le maximum d'informations et revenir. Parce que c'est 150 personnes, contre près de 3000, contre près de 2000 soldats. La colonne volante de Gourou c'est environ une compagnie. D'accord. On ne peut pas envoyer une compagnie combattre 2000 personnes. Mais comment Gourou va y parvenir? Ça dit que 3 à 4 mois après son départ de Bouribana, nous sommes au milieu du mois de septembre 1898. Samori vit ses derniers jours d'homme libre. Être dans la mobilité, ça a été sa force, évidemment, mais être dans le mouvement et changer d'environnement territorial, de population, est-ce qu'il est toujours entouré de gens fiables? Est-ce qu'il peut toujours faire confiance aux gens qui l'entourent? Parce que la fatigue commence à gagner, les ressources diminuent, il est encerclé. Est-ce que ces éléments-là ont également participé à sa descente? Voilà, la période dont je vous parle, c'est qu'il était entouré de sa garde personnelle, bien entraîné, bien équipé. Ses femmes, son entourage. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les gros contingents en termes militaires, les gros effectifs n'étaient pas collés à lui. Oui. C'est vrai que le déplacement se faisait sur la même direction, mais pas ensemble. Parce que quand Gourou a reçu l'exploit d'entrer dans son campement et le capturer, voilà ce qui va se passer. Parce que, sachant qu'il était en perte de vitesse, Samori avait envoyé une délégation au poste de Beila, je pense, poste de Beila en Guinée, pour demander à discuter avec les Français. Est-ce que vous comprenez? Il avait déjà envoyé une délégation pour discuter avec les Français, pour voir comment est-ce que on peut signer encore des traités, comment est-ce qu'il peut y avoir des motifs vivants. C'est ce que ça aussi. Pendant qu'il évoluait. Donc, pour certains historiens, quand les Sofas ont vu la petite colonne de Gourou rentrer dans le campement de Samori, ils pensaient que c'était les Français qui venaient discuter. Donc, il n'y a pas eu de réaction défensive. Erreur de communication. Erreur de communication. Maintenant, Gourou, avant d'atteindre Samori, comme vous l'avez dit, il y avait des défections. La famine, ainsi de suite, la fatigue, il y avait beaucoup de défections. Donc, à chaque fois, ils se renseignaient pour voir où était le campement de Samori. Donc, quand ils évoluaient, qu'ils croisaient des gens qui ont fait défection, ils s'assuraient d'avoir des informations. Donc, ils savaient exactement où était située la case de Samori. Il faut dépasser d'abord le marché, la case de ses femmes. Après la case des femmes, sa case est de telle couleur. Donc, Gourou avait toutes ces informations. Donc, quand il rentre dans le camp, il fonce directement sur la case de Samori. Les Sofas qui le voient venir pensaient que c'est le retour de la délégation
pour venir discuter avec lui. Et quand ils mettent la main sur Samori, les Sofa s'apprêtent à riposter. C'est Samori même en personne qui leur demande de ne pas riposter. Pour moi, ça a été une erreur aussi. Et pourquoi est-ce qu'il a refusé à ce que ces Sofa viennent à son secours? Bon, je pensais que peut-être qu'il croyait à ce destin, il se croyait à ce destin et pour moi, il pensait que c'était fini. Donc il était résigné à perdre cette guerre. Il- pour lui, c'était la fin. Il a fait ce qu'il devrait faire, mais c'était la fin. D'accord. Mais, mais la partie n'est pas encore gagnée. Il y a encore Sanakere Mouri qui campe à une trentaine de kilomètres avec Son près fils. de 900 soldats. Son fils. Lui, son fils, lui, qui campe à une trentaine de kilomètres avec, avec des milliers de soldats. À côté de Sanakere Mouri, il y avait aussi un autre fils, Mokhtar, qui campait aussi avec une branche de l'armée à un certain kilomètre de lui. Donc ceux-là, s'ils avaient amorcé la contre-attaque, ils allaient forcément en découdre avec les 150 personnes de Gouraud. Donc les armées des deux fils de Samori étaient à proximité, à une trentaine de kilomètres. Oui. Ils n'ont pas contre-attaqué. Est-ce qu'ils ont appris la prise de leur père? Ils n'ont pas contre-attaqué. Oui. Pour quelle raison? Ils ont en plus, quand Gouraud a mis la main sur Samori, le matin, il a fait désarmer les Sofa qui étaient à côté, la garde personnelle. Parce que Samori leur a demandé de baisser les armes. Ouais. Il a envoyé des émissaires, des émissaires aux fils de Samori pour leur dire: je tiens votre père. Si vous voulez le voir sain et sauf, venez vous soumettre. Ils l'ont pris en otage. Ils l'ont pris en otage. Et c'est ce qui a amené ses deux fils, avec des milliers d'hommes, à venir jeter les armes. Moi, personnellement, j'aurais voulu qu'ils combattent. 150 personnes, on peut en découdre avec eux. Eh oui, c'est un choix qu'ils ont fait. Certes, ils étaient minoritaires. Il y avait des milliers d'hommes capables de les écraser. Mais le lien de parenté, apparemment, a prévalu sur le destin de l'Empire. Et après la capture de C'est ce qu'on peut en Samori, déduire. C'est le lien de parenté qui a eu un impact sur le choix stratégique militaire. oui. Parce que Samori, vraiment, il était vénéré par ses sujets. C'est pas tout le monde qui le voyait manger. C'est pas tout le monde qui le voyait manger. Mais est-ce qu'il ne cultivait pas cela? En tout cas, il avait de l'autorité. C'était un homme charismatique. Ça, c'est certain. Samori était né pour dominer. Par sa taille, par son regard profond, par son intelligence. Tout était réuni en lui pour dominer. En décembre 1898, que Samori a été jugé. Donc, il y a eu son procès en décembre 1898 par le général de Trintignant qui a lu les chefs d'accusation contre lui. Et à côté de Samori, il y avait un officier africain qui était chargé de traduire en langue malinké. Donc, il traduisait à Samori en langue malinké. Donc, le procès a eu lieu en décembre 1898 à Caille, dans l'actuelle ville de Caille. On lui a dit qu'il était condamné à l'exil. Et quand Trintignant a fini de parler, et quand Samori voulait prendre la parole, on ne lui a pas laissé le temps de prendre. On n'a même pas écouté. Et Trintignant est rentré. Les semaines qui ont suivi, de Caille, il est monté sur une navette par le fleuve jusqu'à Saint-Louis. À Saint-Louis, qui était la capitale à ce moment. De l'actuel Sénégal? L'actuel Sénégal, il a été traîné dans toute la ville comme un trophée. Et tout le monde passait pour le regarder. Saint-Louis, ça l'a profondément meurtri. Ça l'a même poussé au bord du suicide. À Saint-Louis, il a failli se suicider. N'eût été
la promptitude d'un tirailleur, puisqu'il a failli se suicider, se trancher. En tout cas, il s'est blessé en Saint-Louis. Et c'est après Saint-Louis maintenant qu'il a embarqué sur un navire, direction le Gabon. Et lors de son exil, il était accompagné par son fils Sanakeni Mori, son conseiller Mori Finjan, sa femme Sanakeni, sa préférée, la mère de son héritier Sanakeni, et ainsi que la femme de ce dernier, et puis une domestique. D'accord. Sa famille proche. Donc il a été emmené jusqu'au Gabon. Jusqu'au Gabon, en Djolé, la presqu'île de Djolé. Voilà, il fera un an de captivité avant de rendre l'âme. Il a fait 1 an de captivité. Après un an de captivité, parce qu'il était âgé en ce moment. Il était beaucoup âgé en ce moment. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles... Quel âge avait-il à peu près? 70, 75, par là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été capturé. C'était un vieillard. C'est l'une des raisons qu'il n'a pas réagi. Sinon, si c'était pendant sa jeunesse, c'était pas sûr. Et en 1963, ses restes seront rapatriés. Ses restes seront rapatriés en Guinée, sous la houlette du président Ahmed Sékou Touré. Alors, il y aura des funérailles nationales, des funérailles grandioses. Samori, la dépouille de Samori sera accueillie en héros et célébrée avec faste. Il aura droit aux honneurs militaires, aux honneurs politiques dus à son rang. Devant ses fils, certains de ses fils vont assister au retour de sa dépouille. Voilà. Si on parle de la chute de Bissandou de 1893, ça veut dire que pendant près de 5 ans, le repli, la mobilité, la restructuration de Samori lui a permis de défaire des armées qui ont déployé des millions d'euros pour pouvoir le faire tomber. Malgré cela, la fin de son histoire démontre que la vigilance doit toujours être accrue pour pouvoir anticiper les assauts de l'ennemi. Les événements ont fait qu'il est finalement tombé et décédé comme on vient de le découvrir. Mais aujourd'hui, en 2025, que reste-t-il de l'héritage samorien? Alors moi, je pense que sur cet aspect, il y a le lieutenant-colonel Sékou Diakité qui a fait un travail remarquable sur l'art militaire de Samori et comment est-ce que cet art, aujourd'hui, peut être transposable sur nos armées africaines. Voilà. Parce que dans les écoles de guerre africaines, on continue d'enseigner les tactiques, les stratégies de guerre européennes. Mais l'Afrique a son mot à dire, surtout Samori. Samori, c'est une école de guerre. À lui seul, c'est une école de guerre. Je vais vous parler du renseignement. Du renseignement au temps de Samori. Vous savez que son empire, surtout le noyau de l'empire avec lequel il déplaçait, c'était près de 40 000 personnes. Mais imaginez-vous que Samori a réussi à communautariser la couleur du renseignement. Ça veut dire que, certes, il y a les organes institutionnels chargés de collecter le renseignement, mais dans le royaume de Samori, tous les individus sont des potentiels collecteurs d'informations. Ce qui fait qu'il avait l'information, il avait une variété d'informations qui lui remontaient à chaque instant. Quand il est arrivé à Congo, c'était ses corégionnaires, des musulmans, ils ont signé un pacte de non-agression. Il a envoyé des élèves coraniques, parce que Congo était le lieu d'une université islamique. Il a envoyé des élèves, certains élèves, 100, 200 élèves étudier le Coran à Congo. Mais ces élèves, c'était ses espions. Pendant qu'il apprenait le Coran, il s'est chargé de remonter à Samori tout ce qui se passait, tous les faits et gestes. Aujourd'hui, quand on voit dans la lutte contre le terrorisme,
contre le terrorisme dans le Sahel, on a remarqué que c'était aussi une forme de guerre asymétrique. La lutte contre le terrorisme pour les États modernes est une forme de guerre asymétrique. Parce que l'asymétrie se voit à travers la configuration des deux armées. Au niveau tactique, au niveau stratégique, au niveau de l'opératif, se voit l'asymétrie. On a d'une part des armées formelles, étatiques, qui usent des moyens conventionnels pour atteindre leurs objectifs. Et de l'autre côté, on a les armées à géométrie variable, dont l'effectif est réduit, qui usent des moyens ubuesques, qui attaquent par la surprise, des moyens non conventionnels pour atteindre leurs objectifs. Mais pour pouvoir venir en bout de ces armées, il faut avoir l'information. Le terroriste, il n'est pas habillé en tenue. Le terroriste ne déclare pas la guerre, mais le terroriste, quand il veut frapper, il use de la surprise. Mais pour pouvoir anticiper les actions, les attaques terroristes, il faut avoir un système de renseignement assez efficace. Si les Américains ont réussi à neutraliser Ben Laden, c'est grâce au renseignement. Si aujourd'hui, quand la France est déployée au Mali, dans les années 1920, la neutralisation de Abdelmalek Droukdel, dès qu'Abdelmalek Droukdel, le chef d'AQMI, dès qu'il a pénétré le territoire malien, automatiquement, ces conversations ont été interceptées par des drones américains basés au Niger, qui ont transmis l'information aux troupes françaises basées au Mali, qui ont fait décoller aussitôt un commando et ils ont neutralisé Abdelmalek Droukdel. Donc c'est l'information. Aujourd'hui, est-ce que nos armées arrivent à communautariser la couleur de l'information? Si l'armée du Mali, l'armée du Burkina réussit à faire de tout le monde des couleurs d'information, vous allez voir que ces armées pourront anticiper, ces armées pourront prévoir les futures attaques et agir comme il le faut. Samori, il avait reçu cela. Tout le monde était des collecteurs d'informations. Quand Gouraud l'a capturé, en partant avec lui, Gouraud lui a posé une question. Parce que Gouraud le respectait. Gouraud le respectait avec dignité. Il a donné un cheval à Samori et il lui laissait régulièrement le temps de prendre son ablution, de prier, de se laver. Donc, pour ça, Samori a commencé à échanger avec lui. Gouraud lui a demandé dans les mémoires de Gouraud, mais comment tu faisais toujours pour prendre de l'avance sur nous? Samori lui a dit que la plupart des cuisiniers, de vos cuisiniers, étaient mes informateurs. Il dit, c'était mes informateurs. Donc, vous voyez que il n'a pas. Nous sommes à la fin du 19e siècle. C'est un chef militaire africain, mais il savait que le renseignement était la clé de la victoire. Et c'est ce que nos armées doivent comprendre. Voilà. Intégrer les tactiques, intégrer les stratégies des chefs africains dans l'enseignement, dans la formation de l'élite militaire africaine. Quand nous constatons, c'est vrai, on peut enseigner des idées venant d'ailleurs, mais il faut aussi enseigner des chefs militaires, des grands chefs militaires qui se sont illustrés comme Samori. Parce que tu estimes aujourd'hui, docteur, que, en tout cas, l'héritage samorien dont on peut s'inspirer, comme tu viens de le préciser, sur le plan de l'école de la guerre, du renseignement, aujourd'hui, les académies militaires d'Afrique de l'Ouest, du Burkina, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, ne s'inspirent pas assez de cet héritage? Non. Par contre, tu l'as dit tout à l'heure, il s'inspire des enseignements des autres empires européens, par exemple, ou américains. Clausewitz en Allemagne, des théories européennes. C'est bon. Il faut de la diversité. Mais ici, il faut aussi se ressourcer dans ce que nous a légué nos ancêtres. Parce que Samori, c'est un de nos ancêtres. Bien sûr. C'est un de nos ancêtres. Si la guerre contre le terrorisme, les problèmes sécuritaires dans le Sahel, au Mali et au Burkina, peuvent être gagnés grâce au renseignement. Si aujourd'hui, l'armée malienne,
Si aujourd'hui l'armée malienne sait aujourd'hui, à tel moment précis, que Amadou Koufa est à tel endroit, elle va agir. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est le renseignement. Mais c'est en fait, pour moi, ça fait le lien avec l'objet de ce podcast qui est Djelia. Revenir d'où nous sommes partis pour puiser dans dans nos sciences, dans nos expériences et dans nos aînés qui ont mené la guerre avant nous. Et cela permettrait effectivement de s'améliorer et de comprendre le contexte géopolitique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si aujourd'hui, docteur, si tu avais un conseil à donner aux futures générations que nous sommes, les jeunes afrodescendants, pour anticiper les enjeux géopolitiques à venir, quels seraient ces conseils? Alors, partant de l'expérience de Samori, moi, je préconise le réel politique. Le réel politique. Samori était un partisan du réel politique. Et c'est une carte qu'il a jouée jusqu'à sa capture. Je vous ai parlé de sa capture. Il continuait de négocier. Mais les Français étaient tellement habitués à lui, savaient qu'il voulait gagner en temps. Il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher de rentrer au Libéria. C'est ce qui a fait qu'ils ont modifié leurs habitudes et ils l'ont capturé. Quand il arrive à un endroit, quand il sait qu'il est en perte de vitesse, une guerre c'est dans la durée. Donc, quand il arrive, il sait que les conjonctions ne sont pas en ma faveur. Il négocie dans l'espoir qu'un jour, son heure va sonner. Son heure va sonner. Il faut faire ce qu'on appelle le réel politique. Moi, je pense que nos jeunes générations devraient s'en inspirer. Voilà. Parce que quand on va au niveau de l'Afrique de l'Ouest, surtout aujourd'hui avec les problèmes, on essaie de partir un peu, sans, je peux dire, on va un peu à la besogne. On va un peu à la besogne en ignorant certains fondements. Or, la réelle politique veut que nous ayons d'abord ces fondements, nous ayons d'abord des bases solides en termes d'économie, des bases solides en termes de finances, des bases solides en termes de développement structuré, pour pouvoir se proclamer de quelque chose. Et c'est une question d'intérêt. Samori, je vous ai dit, il était almami, mais quand il est arrivé dans son second empire, qu'il a vu que il y avait des situations de son intérêt de collaborer avec les animistes, il a fait. Il savait que pour pouvoir avoir des munitions, pour pouvoir avoir des armes à partir de la Côte d'Ivoire, il devrait collaborer avec des Baoulés qui sont des animistes. Il l'a fait. Donc, ça ne l'a pas dérangé. Qui ont une spiritualité complètement différente de la sienne. Mais pour la survie de son peuple, de son empire, de son projet, il a négocié ses collaborations. Donc, c'est une question, l'intérêt d'abord. L'intérêt d'abord. Si aujourd'hui, nous devrons marcher avec un tel partenaire au détriment d'un autre, il faut que d'abord nous priorisions nos intérêts. Bien sûr. Il faut que nous priorisions nos intérêts. Si nous devons partir du côté occidental, incarné par la France et les États-Unis, ou bien du côté de l'Est, ancien Est, incarné par la Russie, mais quels sont nos intérêts? Qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que nous allons où nous gagnons plus? Pas pour faire de la figuration. Il faut aller où sont les intérêts des Africains. Docteur Siaka Traoré, merci beaucoup. Non, vraiment. C'est à vous le remerciement. Tu nous as fait voyager. J'ai l'impression qu'on a vraiment vécu cette période 1893 à 1900, hein, à l'aube du 20e siècle. On se rend compte à quel point ce repli a été nécessaire pour se renouveler. Et à l'image de Samori, Djelia a pour vocation évidemment à explorer le passé, mais non pas dans des soucis de nostalgie, mais pour trouver des bases plus solides en termes d'enseignement. Et ce regard militaire, il est important encore plus aujourd'hui au XXIe siècle.
se faire une forme de repli sur soi, une reconstruction identitaire, une connaissance à travers des experts comme toi, pour nous permettre de comprendre profondément qui nous sommes et comment ont vécu nos aînés et où ils ont échoué et pour quelles raisons. Repartir de l'avant et développer une expertise encore plus forte. Et pour tout cela, il faut adopter un perpétuel combat. Et je terminerai par cette fameuse phrase, le combat continue. Merci pour ce grand témoignage. À bientôt pour des nouvelles aventures avec Delia. Merci. Delia, 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 Delia.